sur les projets bois en industrie. Au programme de ce rendez-vous, donc, plusieurs interventions, donc une petite présentation du CIB et des travaux de la commission montage de projet, commission MOP du montage de projet et stratégie de développement du CIB. Et ensuite, les trois interventions sur le cœur du sujet, mobilisation des industriels par Antoine Moreno de la CCI du Gard, le montage de projets industriels par Vincent Guérard d'Engie Solutions, et le dispositif de soutien fonds chaleur par Sylvain Bordebeur de l'ADEME. Et donc, les questions-réponses viendront ensuite à la suite de ces trois interventions. Donc, premier point, le CIB et les travaux de la commission MOP du CIB. Donc, le CIB, c'est l'interprofession de la filière bois-énergie qui travaille sur le secteur du chauffage collectif tertiaire industriel au bois, qui rassemble donc 130 adhérents en 2019 et qui balayent l'ensemble de la filière, depuis la forêt jusqu'à l'utilisateur de la chaleur, en passant par les producteurs de combustibles, les bureaux d'études, les animateurs bois énergie, les constructeurs de chaudières bois, les exploitants de chauffage. L'objectif du CIB, c'est de pouvoir professionnaliser les pratiques, définir les règles de l'art, faire la promotion du bois énergie, donc dans le secteur collectif industriel. En 2019, 130 adhérents, comme je vous disais, il y a un certain nombre d'événements qui ont été organisés par le CIB, soit directement par lui, soit des participations à des événements organisés par d'autres, notamment une journée bois énergie qui a eu lieu à Paris. Il y a eu également 2 journées techniques en région, 7 interventions extérieures, et puis des sessions de formation, ce qui a abouti à quand même pas mal de participants, plus de 550 participants aux différents événements du CIB, 46 personnes qui sont formées aux formations CIB Métrol, et puis une diffusion de l'information du bois énergie, il y a plus de 6000 personnes. Le CIB, c'est 4 commissions de travail, une commission animation bois énergie, une commission approvisionnement des chaufferies, retour d'expérience de conception, construction, exploitation et montage de projets et stratégie de développement des projets bois énergie. Donc c'est cette dernière commission qui propose le webinaire d'aujourd'hui. Donc des événements organisés au niveau national. Alors en 2019, ça a été pour beaucoup sur Paris, mais on tourne en fait tous les ans. Ça nous tient à cœur de pouvoir être sur les différentes régions françaises au plus près du terrain, parce que c'est sur le terrain effectivement que le bois énergie se construit. Bon, cette année 2020 a été un peu particulière, donc ce sera également un peu clairsemé. Les événements sur le terrain n'ont pas vraiment eu lieu. Mais l'objectif, c'est bien de pouvoir être présent sur l'ensemble du territoire pour ces manifestations que le CIB organise. Pour les prochains rendez-vous du CIB, notez donc les 2 formations à Daubois et Nerbois donc en novembre et décembre, des formations donc CIB Métrol dont je parlais tout à l'heure. Un prochain rendez-vous technique également similaire à celui qui a cours aujourd'hui, qui sera organisé par la commission animation par contre du CIB, donc sur l'état des lieux des installations au bois, donc aussi en bois de conférence, donc le 15 décembre. Et ensuite 2 journées techniques organisées par le CIB qui seront sur les réseaux de chaleur en janvier ou février, en fait, marqué janvier, mais enfin c'est à préciser, ça reste à préciser encore, et puis mars 2021, donc sur la conception des entretiens contrôle de conduite fumée, de chaufferie bois. Et enfin, donc, le CIB sera présent au Salon de Bois Énergie à Nantes et la journée Bois Énergie à Paris en mai-juin 2021. Donc, la commission MOP, je vais passer la parole au coprésident de la commission MOP, Vincent Guérard, d'Engie Solutions. Donc, Marion, ou Vincent, voilà. Super. Bonjour à tous. Voilà. Merci Stéphane. Donc, en effet, je suis coprésident de la commission MOP, montage de projet et fonctionnement. Donc, cette commission regroupe un certain nombre de représentants de structures très variées. Il y a des opérateurs, je
suis un représentant d'Engie Solutions. Il y a des bureaux d'études, il y a des chambres des CCI, il y a quelques constructeurs, il y a tout un panel, il y a évidemment des animateurs ou des représentants, des animateurs qui représentent certaines structures. Donc, il y a tout un panel très diversifié de membres. La vocation de la commission, c'est montage de projet et aussi réfléchir à l'avenir. Donc, il y a un caractère prospectif. Qu'est-ce qui est bien pour la promotion du bois et énergie? Comment on peut aider à la valorisation des énergies bois, qu'elles soient chaleur ou même électricité, puisque on a promu la cogénération biomasse, même si elle est sans doute un peu derrière nous. Donc, il y a deux grandes familles de thématiques. Une première qui est l'état des lieux, donc la promotion, comme je le disais, et puis donc montage de projet. Alors, montage de projet, ça peut être la contractualisation. On a réfléchi à tout ce qui était financement, tiers financement, financement participatif, fiscalité. Et donc, on est en relation, bien sûr, avec les acteurs institutionnels de la filière bois et gouvernementaux, comme l'ADEME, pour promouvoir à leur côté le bois énergie. Donc, on a mené un certain nombre d'actions qu'on continue d'ailleurs de mener, on en parlera un petit peu après. Sensibilisation, par exemple au travers de cette journée, et on a mené tout un tas d'analyses et de retours d'expérience sur les coûts, les moyens de promouvoir en termes d'aide le bois énergie, quelles sont les meilleures aides, les meilleurs mécanismes. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on essaie de faire vivre. On peut peut-être passer à la slide suivante. C'est moi qui ai la main, non? Stéphane? Allô? Oui, non, c'est bon. C'est bon, vas-y. Alors, les thématiques de travail 2020-2021, alors, renforcer les supports et les argumentaires. Donc, on continue en lien avec le SNCU et Amorce de mener des enquêtes auprès des réseaux de chaleur, des enquêtes après, à la fin de saison pour pouvoir analyser et fournir des analyses de fonctionnement des chaufferies biomasse. Et on développe des aides à un réseau d'animation vers les industriels. Donc, excusez-moi, il y a eu 3 webinaires qui ont été organisés, donc à destination notamment des animateurs de la filière bois, en octobre, novembre et très récemment en mai, à destination des industriels, puisque c'est une cible aujourd'hui qu'on promeut, si je puis dire. On a aussi beaucoup travaillé sur les réseaux de chaleur, qui est un débouché naturel de la chaleur biomasse, mais on sent quand même que si on veut élargir le panel des utilisateurs, notamment en termes de volume de chaleur achetée, il faut se tourner vers les industriels. Donc, on continue de développer un certain nombre de solutions, de promouvoir un certain nombre de solutions. On a une boîte à outils pour le montage de projets bois énergie. Alors, on ne laisse pas de côté les réseaux de chaleur. On a dans l'idée de dynamiser les petits réseaux de chaleur, donc à des échelles plus modestes dans des villes plus petites. On travaille aussi à la mise à jour des cahiers des charges de l'ADEME, l'AMO, mission AMO qui est en
cours de réalisation et aussi les études de faisabilité des projets biomasse. Et enfin, on met à jour une note relative à l'application des règles TVA pour le chauffage bois, donc qui date déjà de 2012. Il nous semblait important de la remettre à jour. Et donc, alors pour la saison ou l'année qui vient, on a déjà un certain nombre de rendez-vous. Pour Polytech 2021, donc en octobre 2021, le CIB aura un stand sur le village bois énergie. Et on continue donc les journées techniques de promotion. Alors, évidemment, avec l'inconnu Covid, il y en a une en préparation à Cahors au premier trimestre et une autre donc, qui reste encore à définir au second trimestre 2021. Voilà donc pour les activités de cette commission. Merci Vincent. Écoutez, on va passer du coup au centre, au cœur du webinaire, de ce rendez-vous technique. Donc avec les 3 interventions que je rappelle, donc mobilisation des industriels, donc par Antoine Moreno de la CCI du Gard, qui est animateur bois énergie, montage de projets industriels par Vincent Guérard, donc Chimique Solutions, et le dispositif de soutien fonds chaleur BCIAT enfin par l'ADEME en 3e intervention. Donc voilà, donc Antoine, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, je ne me vois pas sur la caméra, donc j'espère que vous me voyez. Allô Antoine? Allô? Allô Antoine, oui. Oui, tu m'entends Stéphane? C'est bon, on t'entend. D'accord. Est-ce que vous me voyez? Oui. Voilà, très bien. Donc, je démarre sur ces porteurs de projets particuliers, c'est ça? C'est ça. Non, je crois que tu as D'accord. cliqué juste, reviens un peu en arrière, Antoine. Tu peux, si tu as d'autres slides avant, tu as malencontreusement juste cliqué sur les slides. Tu peux retourner avec les flèches du clavier. Ouais. C'est dans l'autre sens, hein, Antoine. J'ai la souris qui est très, très sensible. Voyons. Hop. Je suis désolé. Voilà, on y arrive. Donc Antoine Moreno pour la Chambre de commerce du Gard, qui est depuis 2015 sur cette question du développement de la biomasse en direction de tout utilisateur, collectivité ou industrie. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de la manière dont on s'y prend à la Chambre de commerce du Gard, vous faire partager notre expérience pour aller chercher des industriels, une cible qui est quand même, qui reste très, très difficile à atteindre. Donc, je vais passer assez rapidement sur les premières slides. On a énormément de retard. Nous avons donc des porteurs de projets au niveau industriel qui ont des caractéristiques très particulières qu'il faut bien connaître pour pouvoir bien aborder. Il y a cette notion de confidentialité aussi qui est prégnante. Les industriels parlent peu de leur outil de travail, de leur process. Un secret est établi d'une manière assez générale auprès des industriels. En tout cas, ils parlent entre confrères, entre eux, de même secteur, mais rarement au-delà. Voilà. Ensuite, ces industriels ont des exigences accrues. Quand ils se lancent dans un questionnement, ils ont besoin de réponses très rapides et très efficaces. Ils sont très peu disponibles. Ils sont dans une recherche dans leur projet d'une rentabilité économique
plutôt rapide. Ils ont un besoin de sécurisation des approvisionnements quand on est sur ce combustible bois énergie qui est évidente. Et puis, le gros questionnement se porte aussi sur la technologie qui est proposée en substitution, notamment du gaz. Voilà. De notre côté, maîtriser les process des industriels est très complexe pour un animateur, pour un développeur biomasse. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que les besoins vont aller principalement sur de la vapeur, sur de l'eau surchauffée et assez souvent aussi sur des aérothermes. Donc la plupart du temps, nous, en ce qui nous concerne, on est plutôt sur le démarchage avec une connaissance assez limitée de ces technologies-là. On pousse immédiatement l'industriel vers des analyses de faisabilité en direction de bureaux d'études spécialisés. Un des aspects particuliers aussi chez les industriels, c'est leur capacité à obtenir des tarifs sur le gaz notamment très bas. Voilà. Là dernièrement, on travaille sur un projet pour lequel on concurrence du gaz à 2,5 centimes d'euros le kilowattheure. Donc, c'est vous dire si la difficulté est quand même assez grande. J'aimerais avoir la 17. Donc, les secteurs qui nous apparaissent pertinents, bien entendu, ce sont ceux qui vont être en forte demande de chaleur et une chaleur qui sera la plus homogène possible tout au long de l'année. On a eu une expérience malheureuse chez un industriel du côté d'Aigues-Mortes qui avait besoin d'énormément de chaleur, mais à un moment très précis de l'année, sur une quinzaine de jours. Et là, on s'est rendu compte que la biomasse, elle avait énormément de mal à concurrencer un système gaz ou même fuel. Donc, les profils favorables aussi vont tenir à la proximité de la ressource biomasse. Quand on parle de proximité, une centaine de kilomètres n'est pas rédhibitoire, loin de là. Nous avons dans le Gard des exploitants forestiers qui couvrent jusqu'à 200-250 kilomètres pour livrer en très grande quantité quelques industries. Ensuite, l'industrie qui sera la plus favorable, c'est celle aussi qui va disposer de suffisamment d'espace pour la mise en place, le déploiement d'une structure, d'une chaufferie biomasse et de silos. Les industries les plus potentiellement pertinentes, bien immédiatement, on va penser à l'agroalimentaire. C'est ce que nous, au travers des réponses les plus positives ou alors des oreilles les plus tendues, ce sont souvent des industriels de l'agroalimentaire qui vont consommer beaucoup de vapeur et beaucoup d'eau chaude. Le secteur de l'élevage est aussi concerné, notamment quand derrière il y a des abattoirs. Là, on travaillera avec beaucoup d'eau chaude sanitaire notamment. Le secteur des serristes, alors c'est un secteur que l'on aura particulièrement un traitement dès 2021 dans notre programme de prospection. Alors, la fabrication de tuiles, oui, évidemment, et puis l'industrie du papier, du carton, bien entendu. Donc, pour approcher les industriels, il faut avoir des argumentaires, il faut avoir un argumentaire bien construit qui va porter notamment sur la nature du combustible. Beaucoup de questionnements sur les silos, sur comment vous dire, les industriels, quand on leur parle de mètres cubes de biomasse, voient immédiatement des immeubles gigantesques pour
pour loger cette énergie. Donc, il va falloir avoir un bon argumentaire pour dire que ces silos vont être dimensionnés en conséquence des besoins avec des rotations qui peuvent très bien s'accomplir régulièrement avec des exploitants qui pourront proposer des contrats d'approvisionnement pour sécuriser cette question. Voilà. On a un argument de plus en plus prégnant qui est celui de l'écologie, de l'impact environnemental. On a la question des industriels qui avancent sur la décarbonation de leurs activités, mais malheureusement, ce n'est pas suffisamment encore prégnant pour que ça l'emporte sur la considération financière. En tout cas, ça avance. Ça avance. Donc, sensibiliser sur envisager les énergies renouvelables après optimisation thermique. Bon, bien entendu, c'est l'occasion de revoir un petit peu les process et de tenter de les améliorer. Mais là, je dois vous dire que ça sera surtout le fait d'un bureau d'études spécialisé. En tout cas, cette question, elle peut être prise en amont, si vous voulez, puisqu'on se retrouve quelquefois avec des industriels qui, dans la réflexion de l'optimisation de leur process, vont glisser sur les énergies renouvelables. Hein. Quelquefois, c'est cette démarche-là qui conduit aux énergies renouvelables et moins le contraire. Donc, les atouts des animateurs bois-énergie, bien entendu, c'est une connaissance locale d'approvisionnement. C'est la connaissance des aides financières mobilisables, dont le BCIAT annuel ou bisannuel de l'ADEME. C'est une bonne connaissance des acteurs qui vont être compétents pour répondre à toutes ces questions techniques et pointues localement. C'est aussi une notion de neutralité au sein de la filière important. Et c'est un apport de méthodologie dans la mise en œuvre du projet. Quelquefois, je dirais que les atouts des animateurs bois énergie peuvent aller quelquefois plus loin. Moi, j'aime citer l'exemple de l'Union des distilleries de la Méditerranée à Vauvert, qui, pendant un certain temps, à danser d'une jambe sur l'autre avant finalement de se lancer. Et nous avons réalisé, nous ici à Chambre de commerce, un travail très très important de définition de la solidité financière des approvisionneurs. Et donc, quelquefois, la maîtrise de la lecture financière des situations économiques des entreprises peut aussi amener à débloquer une situation. Voilà, donc évidemment, disposer d'une documentation adaptée, c'est toujours mieux. Là, je vous invite à aller sur le site de l'ADEME pour aller récupérer tous leurs documents qui sont très, très, très bien faits en la matière. Donc, l'approche des industriels, à notre sens, se fait par l'intégration de réseaux qui sont difficiles quelquefois d'accès. Donc, un des premiers réseaux, ce sont les chambres de commerce et d'industrie. Vous voyez, on va trouver très facilement, notamment des conseillers industrie au sein de ces chambres de commerce qui sont en immédiate proximité des industriels. Alors, je vous invite à les solliciter, en tout cas à créer, pour ceux qui doivent démarcher, une complicité, je dirais, avec ces conseillers industrie. Ils sont en demande. Un conseiller industrie qui dispose d'arguments supplémentaires d'intéressement des industriels, bien évidemment, ça lui amène des billes pour avancer dans son quotidien. Il faut savoir que
depuis quelques années maintenant, les chambres de commerce ont intégré une dimension développement durable dans laquelle on va retrouver l'environnement et l'énergie. Et ça transpire, ça diffuse cette notion-là sur tous les services des chambres de commerce et particulièrement chez les conseillers industrie. Donc, je vous invite à vous rapprocher régulièrement de ces conseillers et à leur envoyer de l'information qu'ils vont pouvoir sans doute à un moment donné relayer. Bien, vous avez la même chose du côté des chambres d'agriculture et des chambres des métiers, et puis vous avez tous les partenaires qui tournent autour des questions de l'industrie, l'Adréal, l'interprofession du bois. Vous avez aussi des zones d'activité. Là, on mésac, mais ce sont surtout des zones d'activité industrielle qui souvent intègrent un club d'entreprise, souvent une gestion assez conviviale des membres de la zone organisés en association, et quelquefois ce sont les chambres de commerce qui mènent ça. Donc une raison de plus de vous rapprocher de ces chambres de commerce pour tenter d'intégrer ces clubs dans lesquels vous allez à un moment ou à un autre, c'est ce qu'on fait nous, pouvoir donner de la voix, prendre la parole et diffuser votre information pour essayer de sensibiliser des industriels. Voilà, donc je citerai les comités d'expansion, les syndicats patronaux, tous les regroupements. Hein. L'idée là, dans tous ces regroupements, finalement, dans tous ces clubs, l'idée c'est de toucher en un seul lieu un maximum d'individus. Pourquoi? Parce qu'on va le voir tout à l'heure, ça fonctionne très très difficilement sur un mode phoning ou mailing ou courrier. Voilà, donc le retour d'expérience, ça me donne l'occasion de faire la transition avec notre retour d'expérience sur le Gard. Alors il faut savoir que nous sommes sur un territoire qui contient un véritable pôle industriel, le second d'Occitanie, avec une industrie agroalimentaire qui est très présente et qui vient après finalement une activité maraîchère qui elle aussi est conséquente. Donc les maraîchers produisent, l'agroalimentaire transforme, et tout ça en bonne harmonie. Et nous avons aussi des partenaires financeurs. Alors ceux qui financent la mission chaleur renouvelable, ex-mission Bois Énergie, sont très en demande, et bien évidemment l'ADEME au premier rang sont très en demande pour qu'on tente de développer ce secteur industriel. Donc nous nous inscrivons dans une démarche de prospection qui est globale, qui est limitée. Donc pas de campagne de courrier, pas de campagne de phoning. Par contre, immédiatement, ce qu'on a réalisé, c'est un inventaire des clubs d'entreprise, intra ou extra chambre de commerce, un inventaire des manifestations industrielles et à compter de là, la recherche de personnes ressources qui vont nous permettre et qui nous ont permis d'intégrer ces deux pôles dans lesquels on va trouver en un seul lieu, en un seul temps, un maximum d'industriels. Juste Antoine, oui. juste Stéphane, est-ce que te resterait 2 minutes à peu près, je pense? Il me reste 2 minutes. Voilà. Bon, alors très rapidement. Donc, comment on a fait pour toucher ce nombre important d'entreprises? Les clubs d'entreprise, on tente, on essaye d'être présent aux assemblées générales et en amont de travailler une participation pour une prise de parole à ces AG. Les clubs d'entreprise organisent aussi des réunions thématiques et il faut aller leur proposer des interventions sur la thématique de la décarbonation des activités, par exemple. Les salons d'entreprise, surtout quand ce sont des salons industriels, on a l'habitude de tenir des stands, de proposer des conférences et d'aller au-devant des industriels qui s'y promènent. Voilà. Donc, je vous disais, la difficulté des clubs, ce sont des cercles fermés. Il vous faut aller en recherche de personnes ressources. Vous pouvez en trouver dans les chambres de commerce. À compter du moment où vous avez cette personne ressource, et bien souvent, ça va être le président, il faut communiquer assez régulièrement avec ce président pour réaliser un véritable tandem qui va vous permettre d'intégrer
une réunion et donner de la parole. Voilà, les salons d'entreprise, la difficulté, c'est financer les stands. Mais on a réussi à avoir quand même quelques participations gratuites, sinon on peut chercher peut-être du côté de l'ADEME. En tout cas, nous, on parvient à avoir du financement de ce côté-là. Voilà. La démarche, elle est aléatoire, à petit rythme. Pourquoi? Ben parce qu'en réalité, notamment du côté des manifestations, il n'y a pas de... Voilà. Avantage de la méthodologie, ben je vous laisserai on va vous transmettre le PowerPoint, on va passer rapidement là-dessus. Faiblesse et force. Donc, je rappelle l'accès des tarifs du gaz qui est très bas. La fiscalité environnementale qui est encore peu incitative, des entreprises industrielles qui sont peu impactées par des obligations et par l'activisme écologique. Et on a quand même des lobbies industriels puissants qui organisent en haut lieu leur évolution. Mais les argumentaires économiques sont extrêmement utiles. On peut réaliser une approche par optimisation patrimoniale et fiscale par le renouvellement des investissements. Là, il vous faut viser les entreprises qui ont un outil de travail qui est assez vieux. Les industriels sont malgré tout attentifs aux évolutions des confrères. Donc, je vous incite à faire du benchmarking. Consultez régulièrement, par exemple, Bioénergie Internationale. Vous avez énormément d'exemples qui vous permettent d'aller les diffuser auprès de confrères qui seraient proches de vous. Et puis, cette conscience environnementale émergente qui continue à évoluer et qui est une force supplémentaire. Voilà. Merci à tous. Merci Antoine. Vous verrez quelques exemples sur la diapo suivante, mais je n'ai plus le temps de vous en parler. Voilà, merci Antoine. Avec plaisir. On va donc effectivement passer à la deuxième intervention donc, de Vincent Guérard, qui va nous parler du montage des projets industriels et notamment des différentes solutions qui s'offrent à l'industriel et du partage des risques qui sont présents sur les projets entre les différentes parties prenantes. Donc, je ne sais pas, Marion, voilà. Okay. À toi, Vincent. Oui, merci Stéphane. Donc, en effet, je vais vous expliquer quel type d'offre un opérateur peut offrir et quelles en sont les conditions, le partage des risques, les obligations de chacun et les avantages que ça peut procurer à chacune des parties. Si on peut passer à la vue suivante. Oui, quelques mots sur Engie Solutions. Donc, Engie Solutions, c'est la branche d'Engie qui regroupe tous les services, les services à l'industrie notamment, mais aussi aux collectivités, aux résidentiels, et qui regroupe aussi un certain nombre de sociétés que vous connaissez peut-être, Ineo, Axima, qui sont des installateurs, et Cofeli, qui, elle, est une pure société de services qui monte des projets énergétiques et dont je suis issu. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur Engie Solutions parce que c'est en réorganisation, hein, c'est comme tous les grands groupes, mais on est très présent dans l'industrie sur des gros ou des petits projets pour la fourniture d'énergie aux industriels. Et pour l'exploitation donc des utilités énergétiques chez les industriels, avec un maître mot qui est dorénavant, enfin, du moins je l'espère, très présent, qui est le zéro carbone. En effet, on se calque sur la réalité climatique et l'ensemble des solutions qu'on propose sont des solutions que l'on veut décarboner. Alors, il y a toujours une notion par exemple pour la biomasse, de secours ou d'appoint qui fait que marginalement, on doit toujours avoir recours à des énergies fossiles, hein, comme le gaz, mais ça reste de plus en plus marginal.
Alors, quel type d'offre un opérateur comme Engie Solutions est capable de proposer à ses clients? Pour un projet biomasse standard, donc on prend une chaufferie biomasse en général vapeur, hein, dans l'industrie c'est, comme il a été dit, le vecteur énergétique est souvent la vapeur. On est présent sur toute la chaîne de production de cette chaleur à partir de biomasse. L'activité de base d'un opérateur, enfin d'un exploitant, c'est d'exploiter. Donc, la première activité qu'on peut proposer, c'est la conduite. En général, on l'associe à la maintenance. Donc, la conduite, ce sont des opérateurs qui pilotent la centrale. Donc, on a un certain nombre, évidemment, d'opérateurs qui sont aguerris dans ce domaine. En tout, aujourd'hui, on a à peu près, on exploite, voire même plus, environ 25 chaufferies biomasse à destination des industriels. On a gagné une vingtaine de projets en BCIAT, hein, biomasse chaleur industrie, donc qui est l'appel à projet de l'ADEME pour promouvoir la chaleur biomasse. Et en plus, évidemment, on exploite un certain nombre de chaufferies pour les réseaux de chaleur et le tertiaire. Donc, on a un ensemble de techniciens qui sont parfaitement rodés pour la conduite de chaufferie biomasse, y compris pour la vapeur, hein, puisque là, encore une fois, la spécificité en général chez les industriels, c'est la vapeur. La vapeur, c'est plus compliqué que la chaleur tout court. Il y a un certain nombre de spécificités qu'il faut prendre en compte. Donc, une offre conduite qui est de la main-d'œuvre et une offre maintenance. Donc, quand on dit maintenance, c'est remplacement des équipements. C'est le gros entretien renouvellement, hein, ou le P3 pour parler dans le jargon. La conduite, c'est le P2. La maintenance, dans le jargon des exploitants, c'est le P3. Donc, on s'assure tout au long de la durée du contrat, que on fait l'essentiel de notre activité, c'est de la maintenance préventive pour éviter les arrêts, puisque le maître mot, c'est la disponibilité. Donc, conduite, maintenance, mais également construction, travaux, construction de chaufferie biomasse. On a des équipes d'études, donc il y a un bureau d'études intégré qui a construit l'essentiel des installations qu'on exploite, en fait. Hein. Enfin, on y reviendra un petit peu après, mais on se situe quand même en général dans des offres globales. Donc, pareil, une grande expérience de la partie chaufferie, mais aussi de la partie stockage, puisque une des spécificités des chaudières biomasse dans l'industrie et ailleurs, c'est qu'il faut stocker la biomasse. Donc, sur des terrains qui parfois peuvent être contraints, et avec un but qui est la performance, la disponibilité. Donc, on travaille avec les constructeurs d'équipements habituels, hein, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez sans doute. Alors, au-delà des aspects exploitation, maintenance et construction, alors je n'ai pas complètement terminé. Si tu peux revenir à la vue précédente. Oui. Allô, allô. Est-ce qu'on peut revenir à la vue précédente? La vue précédente, c'était celle-ci, non? Non, voilà, ici. Oui, celle-ci. Ensuite, il y a l'aspect, pour faire fonctionner une chaufferie biomasse, il faut du combustible, il faut de la biomasse. Donc, on a une centrale d'achat interne
qui fédère tout un tas de fournisseurs et qui permet d'approvisionner de la biomasse aux quatre coins de l'Hexagone sur des durées longues. Les contrats qu'on propose, on va le voir, sont sur des durées assez longues et c'est aussi une garantie pour l'industriel d'avoir une visibilité sur son approvisionnement biomasse. Donc on est en capacité de fournir de la biomasse pendant des années sans rupture et à des conditions de marché et en flux tendu, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les approvisionnements se tarissent, y compris pendant les périodes de fête ou les week-ends. Donc il y a toute une organisation qui a été mise en place au niveau national pour pouvoir approvisionner dans des conditions idéales les chaufferies biomasse. Et enfin, pour pouvoir monter un projet, il faut pouvoir le financer. Donc, c'est aussi une des briques qu'on propose, le financement de projet, financement sur fonds propres. Donc, fonds propres, c'est le NJ qui apporte des fonds dans le projet et aussi recherche de financement par la dette. Vous savez que dans le financement d'un projet de ce type, les banques financent à partir du moment où l'entreprise avance de l'argent. Donc ce financement complémentaire se fait soit avec des banques, soit sur les fonds de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est NJ Maison Mère finalement qui prête de l'argent à la société porteur du projet, donc ce qui permet de s'affranchir de conditions financières externes qui pourraient être défavorables. Et l'ensemble de ces activités ou de ces prestations est regroupé traditionnellement en deux niveaux d'offres, en deux familles d'offres. Comme je le disais, le métier d'un opérateur à la base, c'est d'être exploitant. Donc, on a une première offre qui est une offre de conduite maintenance. On va voir dans quelles conditions, sur les slides suivantes, on la propose. Donc, qui est une offre je dirais, au fil de l'eau, nommée P2, P3. Et on a une offre plus globale qui est une offre de vente de chaleur, c'est-à-dire qu'on vend, on va voir l'industriel et on lui propose un prix de chaleur corrélé à la biomasse tout au long de la durée du contrat, ce qui lui permet de s'affranchir des contraintes liées à l'exploitation, la construction, le financement et l'approvisionnement de sa biomasse. Donc, ce qui en réalité lui permet d'être dans une position très confortable puisque sa chaleur est uniquement corrélée au prix de la biomasse. Voilà, ça c'est, encore une fois, c'est une vue globale de ce qu'on peut proposer. Si on rentre un petit peu dans le détail en termes de risque, alors effectivement, tu peux passer à la vue suivante. Donc, si je reprends la première famille d'offres qui est offre conduite maintenance, j'ai essayé dans chacune des colonnes de préciser les risques et obligations de chacun. Dans le cas d'une offre conduite maintenance, donc l'opérateur, l'exploitant, a la main sur l'outil de production, donc la chaufferie biomasse en l'occurrence, mais uniquement je dirais, sur les aspects conduite et maintenance, et n'est pas maître de l'installation qui a été livrée, ne l'a pas définie, et n'est pas non plus maître de la qualité de biomasse qui est livrée en entrée de la chaudière, puisque celle-ci est fournie soit par l'industriel, soit par un tiers. Néanmoins, ce que l'opérateur est capable de proposer et ce qu'on propose, ce sont des engagements sur les performances de l'installation. On réceptionne une installation qu'on n'a pas designée
on la réceptionne évidemment avec le client, on fait un état des lieux et à partir de cette installation, on s'engage sur une disponibilité de la chaleur biomasse fournie, donc 98, 99, voire 100% si on a la maîtrise totale des moyens de production, y compris des moyens de production de secours, comme par exemple une chaudière gaz. Donc une disponibilité, une qualité de chaleur ou de vapeur en l'occurrence, donc pression, température, siccité, capacité à moduler la production de vapeur. Pour les productions vapeur, c'est aussi un engagement qu'on prend. Une centrale vapeur, ça n'a pas la même réactivité qu'une chaufferie biomasse. Donc, et puis le pilotage est évidemment plus fin. Donc là-dessus, on s'engage. On s'engage aussi sur le rendement de l'installation dans la mesure où on l'a réceptionné, où on a fait un état des lieux croisé avec le client, on est capable d'estimer ses performances. Et donc, on s'engage sur ces 3 paramètres avec un forfait annuel qui est indexé sur les conditions. Donc, on prend tous les risques liés aux performances, alors plafonnés évidemment en fonction du montant du contrat. Donc, c'est un risque qui est quand même limité, mais c'est normal puisqu'on a un contrat d'un montant relativement limité. Côté client, les risques clients dans ce cas-là, ce sont tout le reste. C'est le client qui gère ses achats combustibles. Donc les défaillances de fournisseurs, la qualité de la biomasse, la compétitivité de fournisseurs, c'est lui qui le gère. Et puis, il y a les risques, si c'est une installation neuve, qui sont liés à la construction. Si le client décide de faire sa propre construction, c'est lui qui devra supporter des performances qui ne seraient pas au rendez-vous. Et puis, c'est lui qui devra financer son installation. Donc, ça veut dire recherche de banque, ça veut dire taux, durée, etc. Et aussi, quelque part, le risque pris en compte par la banque qui va prêter de l'argent. La banque qui va prêter de l'argent va prêter de l'argent à quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de mener des projets biomasse. Donc, elle va intégrer forcément ça dans les conditions de financement qu'elle va octroyer. Donc, ça, c'est une offre conduite maintenance traditionnelle limitée. C'est en général pas l'offre qui est retenue par les industriels. Sur les 25 projets industriels dont je parlais tout à l'heure, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont menés avec ce type d'offre. Et encore, ils sont en général assortis de la construction de la centrale. Et l'immense majorité des offres qui sont retenues, ce sont des offres dites globales où on vend de la chaleur à partir de la biomasse. Donc on peut passer à la slide suivante. Voilà, on a une offre plus globale et donc là évidemment l'équilibre des risques entre l'opérateur et le client est plus du tout le même puisque c'est l'opérateur qui prend la quasi-totalité des risques. Le risque financement, donc comme je le disais, tout ce qui est d'une part l'apport fonds propres et la recherche de financement bancaire. Le risque de construction, donc on s'engage au travers finalement du prix des conditions de livraison de la chaleur, on s'engage sur des performances de l'installation, on s'engage sur une date de début de contrat. Donc si d'aventure la chaufferie n'est pas au rendez-vous à la date dite, on est pénalisé, c'est-à-dire que on devra quelque part indemniser le client pour la non-livraison de la chaleur, ou on la livrera en réalité par un autre moyen, mais en tout cas, il aura de toute façon de la chaleur au prix convenu à l'heure dite. On porte le risque approvisionnement, donc comme je le disais, on est en capacité sur une durée longue de fournir, d'approvisionner de la biomasse sans que le client finalement ne s'en rende compte et ne s'en occupe, puisque c'est dans les conditions de vente de chaleur qu'on lui octroie.
Et bien évidemment, on garde les risques de performance et disponibilité, mais avec une étendue du risque qui est bien plus large, puisque on est porteur de l'ensemble de l'installation et qu'on maîtrise l'ensemble des équipements. Donc finalement, qu'est-ce qui reste en termes de risque pour le client? Ce qu'on demande au client, c'est de nous payer la chaleur sur la durée du contrat. Dans un contrat de vente de chaleur où on a construit l'installation, il faut amortir l'installation, où on a financé plus exactement l'installation. Il faut l'amortir puisque le financement se fait sur des durées longues. Donc, on demande aux clients des contrats d'une durée assez longue, de 8 à 10 ans. Alors, c'est vrai que pour des industriels, ça peut être parfois bloquant parce que ils sont sur des secteurs un petit peu fragiles où ils n'ont pas de visibilité. En général, la plupart des industriels sont quand même confiants dans l'avenir, donc on peut atteindre ces durées-là. Et on leur demande, donc, comme unique risque lié au financement, donc de s'engager sur une durée. Et si d'aventure l'usine ferme, de rembourser la part non amortie de l'investissement, mais comme ils auraient dû le faire eux-mêmes vis-à-vis des banques. S'ils étaient allés voir une banque et qu'au bout de 5 ans, ils plient les bagages, ils devraient quand même rembourser ce qui n'a pas été remboursé à la banque. Donc en fait, finalement, ce sont des conditions similaires à ce qu'ils auraient pu obtenir en tant que financeurs propres. Et on leur demande de mettre à disposition de la centrale tout ce qui est eau brute, traitement eau usée, des diverses utilités qu'on ne prend pas en charge. Donc l'avantage d'une offre comme ça, finalement, c'est que le client a juste à payer un prix de chaleur et un prix de chaleur qui est uniquement en fonction du prix de la biomasse. Un prix de chaleur variable qui est uniquement en fonction du prix de la biomasse. C'est-à-dire que il va être corrélé de façon fixe à son prix de biomasse. Ça va être un prix de biomasse divisé par le rendement, ce qui traduit finalement notre engagement en termes de performance sur la durée. Tout au long de la durée, on garantit le même rendement de l'installation au travers du prix de la chaleur, donc qui est de façon fixe et invariable, corrélé de la même façon au prix de la biomasse. Voilà, donc c'est une offre qui est quand même très confortable pour les clients industriels. Je crois que j'ai terminé, oui, la dernière slide, c'est un résumé de ce que j'ai dit, qui était les avantages de l'externalisation de la production de biomasse. En fait, encore une fois, c'est que ça se traduit par des risques minimaux pour le client. Donc, la certitude d'avoir un prix de chaleur biomasse uniquement, comme je le disais, fonction du prix de la biomasse tout au long de son contrat. Voilà, j'en ai fini. Eh bien, merci Vincent. Donc, nous allons passer à la troisième intervention, donc celle de l'ADEME, Sylvain Bordebeur de l'ADEME sur le dispositif de soutien four chaleur BCIAT. J'en profite pour vous rappeler que les questions seront posées aux intervenants à l'issue de l'intervention de Sylvain Bordebeur, qu'il y aura un quart d'heure de délai du fait des problèmes de connexion au début de la session. Donc, il faut prévoir que la session de terminer vers 10h30, terminera vers 10h45. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Elles seront posées ensuite aux intervenants. C'est à toi, Sylvain. Parfait, bonjour à tous. Donc Sylvain Bordebeur de l'ADEME, donc service forêt, alimentation et bioéconomie. J'en profite pour présenter aussi un de mes collègues qui suit le webinaire, qui vient nous renforcer sur le fonds chaleur et le fonds décarbonation, donc qui est Antoine Sarouille, qui sera aussi un interlocuteur dans le futur pour vous. Je ne sais pas si j'ai la main, je regarde, pas sûr que j'ai la main. Attends, je clique, mais
pour l'instant, j'ai pas l'impression. Je ne sais pas si c'est toi, Stéphane, qui a la main, ou est-ce que moi je peux prendre le contrôle ou pas. Oui, si, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, je vais compléter. Je suis d'abord très content de la première intervention sur l'animation auprès des industriels. Nous, c'est vraiment une demande de l'ADEME depuis pas mal d'années, en lien avec l'appel à projet BCAT, d'arriver à structurer une offre d'animation. On sait qu'elle est beaucoup moins importante que sur les collectivités, et je suis assez satisfait d'avoir des interlocuteurs, enfin de nouvelles structures qui aujourd'hui vont sur le bois énergie vers ce public, notamment les chambres de commerce, avec ce que j'ai compris, encore un accompagnement qui reste limité à certains territoires, mais voilà, c'est en tout cas pour nous très pertinent de continuer à animer ce réseau-là et à les faire monter aussi en compétences. Et je pense qu'il y a une vraie demande aussi des industriels dans ce sens-là. Donc, du coup, la biomasse énergie dans l'industrie, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, puisque aujourd'hui, de nombreux industriels du bois utilisent l'énergie depuis de nombreuses années. Par contre, dans les autres types d'industries, c'est quelque chose d'un peu plus récent, on va dire, en tout cas depuis une bonne dizaine d'années, avec notamment la mise en œuvre du fonds chaleur qui a permis d'avoir de nombreuses installations. Et puis, très dernièrement, donc je ferai surtout un focus là-dessus, le fonds décarbonation qui vient, comme l'a évoqué tout à l'heure Antoine, hein, le manque de compétitivité de la biomasse face à un prix du gaz très bas fait que les moyens pourtant déjà très importants de financement à l'investissement n'étaient pas forcément suffisants, et donc la nécessité d'avoir un fonds complémentaire sur le fonctionnement. Et je reviendrai dessus rapidement. Alors bon, voilà, c'est une des plaquettes qu'a cité Antoine, et c'est d'ailleurs des plaquettes qu'on mettra, je pense, progressivement à jour. Voilà les 5 bonnes raisons d'aller sur la biomasse. Alors je reviendrai un peu dessus parce que c'est aussi des bonnes raisons et des points de vigilance. Je dirais c'est les deux à la fois, hein. C'est que évidemment on a une solution qui permet de stabiliser ses coûts de production plus que sur les énergies fossiles, d'avoir des technologies qui peuvent être à très haut rendement, d'avoir une ressource de proximité, hein. Globalement, on a un pays, alors je ne reviendrai pas sur ces aspects ressources, mais on est un pays à la fois très forestier, qui est aussi agricole, donc on a aussi des sous-produits agricoles. On a beaucoup de produits bois en fin de vie qui peuvent venir des scieries, enfin de l'industrie du bois, ou des bois type broyat de palette, ou des bois déchets. On reviendra dessus derrière parce que c'est surtout ça que je veux évoquer avec vous, l'aspect retour économique, tout ce qui est ce qu'on appelle communément bois B, mais enfin tout ce qui est déchets de bois traités. La performance environnementale qui est à double, l'appareil, hein, qui est un point très positif par rapport aux aspects carbone, en évitant les émissions des énergies fossiles, avec toujours quand même une vigilance sur les questions de qualité de l'air. Donc pareil, hein, c'est un point sur lequel je reviendrai très rapidement. Et puis la chance de pouvoir bénéficier de fonds publics sanctuarisés depuis de nombreuses années. Bon, puis voilà, je vous ai fait de liens derrière. Alors, le côté très positif, c'est qu'aujourd'hui, on a un dispositif BCAT, j'insisterai surtout là-dessus, mais globalement fonds chaleur, qui est très stable depuis 10 ans. Ça, c'est vraiment une chance aujourd'hui parce qu'on sait que parfois les aides publiques peuvent être amenées à diminuer drastiquement, à pas être fortement pérennisées. Là, on a cette chance dans le fonds chaleur d'avoir ça depuis plus de 10 ans, et donc d'avoir finalement pour les industriels une stabilité qui est réellement une force. De nombreuses installations de référence, et donc je vais vous détailler rapidement ce point-là. Et puis là, des dates de clôture qui sont en général une session par an, parfois 2 sessions, comme cette année où on a eu une session spécifique au plan de relance avec le 20 octobre. Et donc l'année prochaine, pour l'instant, a priori une session sûre au deuxième trimestre 2021, et peut-être même une autre session plutôt vers la fin d'année. Les retours d'expérience, alors j'en cite que quelques-unes parmi les 110 installations aujourd'hui qui sont en fonctionnement ou en cours, mais notamment une stratégie de déploiement de plusieurs groupes. Vous avez des gens comme Nestlé aujourd'hui, enfin des industriels comme Nestlé qui sont à 4 installations en fonctionnement, qui en ont 2 en cours. Cepol avec 3 installations en fonctionnement, qui a aussi des projets en réflexion. Sodial, qui est un gros groupe sur les aspects agroalimentaires, enfin tout ce qui est surtout laitier, avec 5 installations en fonctionnement. Le groupe Bell qui est avec 2 installations et une aussi en cours. Donc ça, ce côté-là, nous d'ailleurs, on le cultive, entre guillemets, hein, cette relation avec de nombreux groupes, et avec finalement une formalisation de l'accompagnement des grands comptes. Parce on sait que des industriels qui sont satisfaits, même si aujourd'hui l'équilibre économique n'est pas toujours facile à trouver, à partir du moment industriel a lancé une stratégie
de décarbonation et qu'il est satisfait de ses installations sur le fonctionnement, eh ben, il poursuit. Même s'il va poursuivre peut-être avec un rythme un peu moins fort, mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très positif. Des implantations territoriales, alors c'est vrai aussi pour les grands groupes, mais c'est vrai qu'on a des fois des stratégies qui vont assez loin dans l'implication. Je pense notamment à la laiterie Tribala qui a développé vraiment des liens très étroits avec les filières forestières locales, avec même une plateforme de préparation des combustibles. Historiquement, par exemple, les coopératives de déshydratation, évidemment, une activité agricole et donc un lien aussi étroit avec leur territoire. Et puis, pour quelques installations, alors en tout cas, on a pas mal aussi d'industrie du bois et d'industrie agroalimentaire qui peuvent parfois utiliser leurs propres sous-produits. Bon, là, je cite Garnica, qui est sur tout ce qui est tranchage, ou Bourmalt à Issoudun, ou la malterie soufflée. On a aussi, par exemple, même Nestlé a une partie de marc de café sur une de ces installations. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être stratégique et aussi pertinent économiquement. Bon voilà, je passe assez rapidement sur les quelques illustrations, mais on voit aussi qu'on a des installations qui vont alors sur le début du BCAT, mais on a même aussi des installations plus petites, hein, mais qui vont de 1 MW jusqu'à 50 MW pour les installations les plus importantes. Donc voilà, on a un panel avec souvent des technologies principalement agri, mais on peut trouver des fois quelques technologies un peu plus spécifiques, notamment dès qu'on va partir sur tout ce qui est déchets de bois traités. Mais voilà, donc des installations. Donc là, je passe assez rapidement sur les photos, vous les aurez. Mais voilà, ça donne un peu un panel d'installations et de variétés d'installations avec des bois. Bah là, vous voyez pour Roquette, qui était la plus grande installation aujourd'hui en utilisation de plaquettes forestières, avec toute une préparation directement sur le site. Parce que là, vous avez des enjeux aussi comme ça a été évoqué par Vincent Guérard, hein, de disponibilité de la ressource, de maîtrise de la ressource. Donc à un certain moment, quand vous avez des installations à 50 MW qui peuvent consommer jusqu'à à peu près 100 000 tonnes de bois, bah, vous avez intérêt de maîtriser votre ressource, quoi. Voilà, et puis ici, pour finir, pardon, c'est moi qui. Pour finir, Suez Osiris, donc, qui est l'une des, pour l'instant, des installations en fonctionnement, avec maintenant Saika aussi, qui a été récemment mise en fonctionnement, qui utilise du déchet de bois traité. Et c'est vrai que là, on a un besoin de développement de ces installations pour utiliser tout le gisement qu'on a de bois en fin de vie, qui malheureusement aujourd'hui trouve peu d'exutoire et part souvent à l'export. Alors voilà, et donc ça a été évoqué par Antoine, voilà pas mal de références qu'on devrait peut-être mettre encore plus en valeur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on trouve quand même de l'information sur toutes ces installations. Alors, les points essentiels d'un projet, voilà, je l'ai évoqué un petit peu par le côté performant, mais c'est vrai qu'une grosse vigilance sur le dimensionnement thermique, et je ne reviens pas trop dessus parce qu'Antoine l'a évoqué, importance de l'efficacité énergétique en amont, du dimensionnement thermique de l'installation, le plan d'approvisionnement qui est pour nous validé par les cellules biomasse en région, et puis le côté qualité de l'air. Donc voilà, un projet biomasse a énormément de vertus, et en même temps, des points de vigilance, et nous là-dessus on est très vigilants à l'ADEME, on le réinsiste dans nos cahiers des charges, et c'est le rôle que peuvent avoir d'ailleurs tout ce qui est animateur bois énergie, de s'assurer, d'accompagner les industriels sur ces points de vigilance. Alors les nouveautés, aujourd'hui, on a un appel à projet BCAT qui a été renforcé par le fonds décarbonation avec l'intégration des séchoirs pour l'industrie du bois, donc pour le bois d'œuvre et aussi le bois de chauffage pour tout ce qui est plutôt bois bûche, pour améliorer à la fois ce secteur-là, parce qu'on sait que le secteur de l'industrie du bois est très important si on veut développer le bois énergie. On ne développera pas le bois énergie si on n'a plus de scierie en France et si on n'a plus de filière de l'industrie du bois. Donc on est vigilant à avoir un bon équilibre. Et puis le côté bois de chauffage aussi domestique, qui est aujourd'hui encore le premier poste de consommation, qu'on cherche aussi à maintenir, mais en améliorant la performance de ces équipements-là. Et pour améliorer la performance, l'un des axes, c'est de faire du bois de chauffage entre guillemets de qualité, c'est-à-dire du bois sec. Et donc pour ça, des installations qui permettent de sécher ces bois-là peuvent être assez pertinentes. Et puis donc voilà, une aide complémentaire à l'OPEX, donc au fonctionnement, qui permet de sécuriser le montage financier. Et je vais revenir derrière, donc je vais passer assez vite pour aller. Alors le bilan. On a 110 installations aujourd'hui, ce que je disais, 68 réalisées, 42 en cours, qui couvrent un peu l'ensemble du territoire. Et c'est ça qui est aussi intéressant, même pour les animateurs, en France, c'est que finalement, on a des
des retours d'expérience partout et on est capable de les mettre en valeur. Vous voyez que, bon, quelque part, quelle que soit la région, alors peut-être aujourd'hui, PACA en a un petit peu moins, mais sinon, ou l'Île-de-France, mais globalement, vous avez toujours quasiment une dizaine d'installations que vous pouvez mettre en valeur sur des secteurs d'activité assez variés. Voilà, c'est pour ça que vous voyez les secteurs d'activité. Alors beaucoup l'agroalimentaire. L'agroalimentaire pèse assez lourd parce que on est un pays avec une grosse filière industrielle et donc on a des laiteries, des gros besoins énergétiques. Ça a été rappelé en termes de cibles. Le papier carton est aussi une cible assez intéressante, plutôt des grosses installations dans ce secteur-là. Donc ça va peser plus lourd en termes d'ailleurs de bilan énergétique. Et puis les secteurs plus historiques, mais qui sont aussi très importants pour nous. Je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment l'industrie du bois, qui aujourd'hui reste un secteur qu'on accompagne assez fortement avec une part notamment d'industriels du granulé. Les étapes de validation, je l'ai un peu évoqué. Alors pour certains qui ont peut-être participé à la table ronde industrie du colloque, aujourd'hui, évidemment, comme on a un fonds décarbonation, on va classer, on va aussi avoir quand même cet objectif de performance en classant les projets en euros par tonne de CO2 évité. Et c'est ce niveau de performance qui va nous conditionner les aides qu'on va apporter. Et donc, je vais revenir dessus par rapport à l'analyse économique qu'on fait des projets. Alors, ce n'est pas quelque chose de complètement figé, mais voilà, on fait une comparaison entre une solution de référence gaz, souvent, parce que c'est souvent le gaz, on va dire le combustible concurrent, si on peut le dire comme ça, mais on a aussi des projets de substitution du charbon, du fioul. Et puis, on va déterminer une économie ou parfois même un surcoût, c'est ça la difficulté dans le contexte actuel, et puis à faire un retour économique pour voir le niveau d'aide nécessaire et permettant de déclencher le projet. Alors là, je vous ai mis deux exemples. Évidemment, c'est des exemples entre guillemets fictifs qui s'appuient un peu sur notre retour d'expérience, qui n'ont pas vocation à être forcément la vérité absolue, surtout dans le contexte qui est extrêmement fluctuant. Et on sait, et voilà, les prix que j'ai pu mettre des combustibles, aujourd'hui, personne n'est devin, personne ne sait comment ça va évoluer. Et puis, c'est assez compliqué aujourd'hui. Voilà, on a eu une période où le gaz a pu coûter jusqu'à 30 ou plus euros du mégawattheure et puis qui a fortement baissé ces dernières années. Vous voyez que bon voilà, sur un exemple à 7 MW, avec une aide donc quand même significative dans le cadre du fonds chaleur, j'ai rajouté l'équivalent aide qu'on peut avoir aussi par les certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est aussi une nouveauté qui peut être assez significative. Vous voyez sur un projet de 7 MW, bon, assez bien avec à peu près 7000 heures de fonctionnement. Vous voyez que vous avez des certificats d'économie d'énergie potentiels en prenant en compte 4% de rendement en termes d'efficacité qu'on peut mettre en valeur dans ce dispositif, presque 700 000 euros d'équivalent aide. Nous, on prend en compte 5,5 euros du mégawattheure CUMAC dans ces calculs-là. Et puis là, j'ai dimensionné une aide au fonctionnement potentiel qui permettrait d'atteindre une rentabilité, vous voyez, d'un TRI de 5%, ce on peut quand même considérer comme tout à fait satisfaisant. Bon, voilà, on a un projet qui se tient avec des niveaux d'aide qui sont significatifs, c'est le cadre actuel, et qui reste à peu près raisonnable en euros par mégawattheure ou en euros par tonne de CO2 évité. C'est pour nous des indicateurs intéressants. Vous voyez, on est à peu près à 8 euros par mégawattheure ou biomasse en sortie ou un peu moins de 40 euros la tonne de CO2 évité. Et finalement, je trouve que c'est assez facile à comprendre. Aujourd'hui, finalement, ce dispositif d'aide au fonctionnement ou le dispositif fonds chaleur ne viennent que entre guillemets, compenser une taxe carbone qui n'existe pas. Et donc, finalement, dire il faut à peu près 40 ou 50 euros la tonne de CO2, ça rejoint l'idée que ça aurait pu être une taxe. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt un dispositif d'accompagnement de type fonds. Voilà, donc ça c'est pour Alors là, vous voyez que le différentiel aujourd'hui, malheureusement, il est plutôt à désavantage de la biomasse quand on est sur du bois A. Alors bois A, c'est pas forcément étymologique qu'on préfère l'ADEME, mais enfin par simplicité, on a pris ça. C'est tout ce qui est finalement plaquettes forestières, connexes de scierie ou des produits bois en fin de vie de type sortie de statut de déchets, donc broyat de palette. On est plutôt aux alentours des 22 euros du mégawattheure à comparer avec un prix du gaz qui aujourd'hui est au maximum sur ces projets-là aux alentours des 20 euros. Quand on passe sur un projet plutôt bois B, donc plutôt des déchets de bois traités, issus de l'ameublement ou de la déconstruction, là évidemment ça change la donne. Là on n'a pas tout à fait la même équation économique. On va avoir un combustible qui va se situer plutôt aux alentours des 10 euros du mégawattheure, et encore on peut même des fois trouver des prix un peu plus faibles, face à un prix du gaz sur ces gros projets-là qui lui va se situer aux alentours peut-être des 16, sur lequel il faut intégrer aussi quand même les taxes
sur le gaz. Et puis, vous avez aussi le bénéfice donc, qui vient se rajouter de la valorisation des tonnes de CO2 évitées. Vous avez moins de taxes sur le gaz naturel sur ces projets qui sont soumis au marché européen, mais vous pouvez quand même valoriser. Donc nous, on part sur une donnée à 25 € la tonne de CO2 avec une évolution de 3% par an. Donc ça vient quand même apporter des revenus au projet. Et vous voyez que sur un projet comme ça, alors j'ai quand même positionné une aide annuelle au fonctionnement. Là, on a une équation économique qui est encore plus favorable parce qu'on a quand même un différentiel bénéfique pour la solution biomasse et on peut arriver finalement à un projet avec au global 4 à 5 € du mégawattheure en termes de financement et 20 € la tonne de CO2. On a des projets qui peuvent tenir la route. Alors je ne dis pas que c'est du systématique. On a quelques projets de référence qui sont un peu sur ces logiques-là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est clair que pour faire passer ces projets-là, il y a à la fois l'atout des aides de l'ADEME. Il y a le besoin d'essayer d'optimiser au maximum quand même les projets sur les aspects rendement et d'aller chercher finalement aussi les différentes formes de financement que peuvent être les certificats économie d'énergie, l'optimisation aussi avec les fournisseurs de bois dans la durée. Et puis finalement, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir plus d'une centaine d'installations de référence et de pouvoir finalement je dirais, convaincre, parce que par rapport à la question un peu de départ d'Antoine, hein, c'est que voilà, on a il y a 10 ans, quand on a démarré sur le fonds chaleur, on partait un peu pareil hein, dans l'inconnu, avec un dispositif certes de financement, mais très peu de références. Et ça, c'est quand même aujourd'hui un énorme atout. C'est qu'un industriel qui se pose la question d'aller vers du bois énergie, eh ben, il peut trouver une installation qui lui ressemble avec des quantités importantes et voir que au moins sur le plan déjà technologique avant l'aspect économique, ça peut fonctionner et répondre à ses besoins. Voilà, j'en ai fini pour laisser quand même la place à quelques questions. Merci Sylvain. Donc effectivement, voici venu le temps des questions-réponses. Donc il y a eu plusieurs questions qui ont été posées par le chat, et donc je vais commencer à les poser. Et Sylvain, ben, il y en a 3 là qui sont comment dire, qui sont oui, j'avais vu effectivement. Alors peut-être que, alors je vais peut-être pas faire dans l'ordre, mais alors une première, j'ai vu, il y avait la question de, et donc ça rejoint l'intervention aussi de Vincent, c'est sur la part des projets qui sont exploités en propre ou qui sont exploités par un opérateur. Alors nous, on a une vision assez claire là-dessus. Les opérateurs ont été très présents au début du fonds chaleur et du BCIAT. Donc au départ, on avait plutôt une majorité de projets externalisés. Après, on a eu plutôt une majorité de projets non externalisés parce que les opérateurs, notamment parce que l'équation économique était moins favorable, se sont un petit peu retirés du dispositif. Et là, on va dire dans les dernières années, on a un retour aussi des opérateurs. Mais au global, on est à peu près sur du 50-50, c'est-à-dire qu'on a à peu près 50% de projets qui sont portés par les opérateurs, 50% qui sont montés en propre. Voilà, peut-être même plutôt 60-40, c'est-à-dire 60% en propre et 40% par les opérateurs. Après, il y avait la question des indices. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis le plus habilité pour répondre à cette question-là, parce que c'est notamment le CIB est pas mal relié à ces questions d'indices bois énergie. C'est vrai que c'est des indices qui sont portés par le CEB, qui permettent quand même aujourd'hui de voir l'évolution. Alors, pas sur tous les types de combustibles. Je sais qu'il y a une demande assez régulière sur la question, par exemple, d'un indice autour des déchets de bois, et notamment des déchets de bois traités. Aujourd'hui, les indices concernent la plaquette forestière, les connexes de scierie, si je ne dis pas de bêtises, et les produits bois en fin de vie, mais uniquement les produits bois en fin de vie non traités, c'est-à-dire sortis de statut de déchets. Mais on n'a pas aujourd'hui un indice sur les déchets de bois traités, notamment parce qu'il y a aussi assez peu de projets aujourd'hui qui utilisent ces combustibles-là. Alors, j'en profite, Clarisse Fischer pour le CIB, pour les indices CEB. Cet indice sur les bois traités devrait paraître en 2021. Donc, il y a déjà des tests qui sont en place actuellement au niveau du CEB pour créer cet indice. Et il devrait voir le jour être publié en 2021. Ok, merci Clarisse pour ce complément d'infos. Il y avait trois autres questions pour Sylvain. En fait, sur les projets BCIAT antérieurs, sont-ils susceptibles Ah oui, je vois. Ouais, de Dominique. Oui, alors ça c'est assez clair, c'est-à-dire que alors c'est un point aussi assez positif parce que c'est vrai qu'on sait très bien quand on met en place un nouveau dispositif et qu'il n'y a que les nouveaux projets qui peuvent en bénéficier.
ça amène un problème des fois sur des projets qui étaient en cours de montage. Donc là, aujourd'hui, clairement, les projets qui n'ont pas démarré leurs travaux et qui ont été engagés sur les années précédentes, alors principalement les 2 dernières années, hein, c'est ce qu'on a précisé dans le dernier cahier des charges, peuvent bénéficier du fonds décarbonation. Donc on a en fait des projets qui ont été engagés en termes de contrat avec l'ADEME, mais qui n'avaient pas encore démarré leurs travaux, parce que justement l'équation économique était encore délicate, qui ont finalement sollicité une aide complémentaire qui est en cours d'instruction. Ok. Il y avait une autre question concernant les mécanismes de soutien pour des projets plus petits, entre 100 kW et 1 MW, mais plus largement peut-être Oui, ceux qui ne rentrent pas dans le cadre du BCIS. c'est vrai que j'ai été un peu rapide parce que là, comme actuellement on a une activité forte du fonds décarbonation qui s'applique que à l'industrie manufacturière et qu'on met un gros accent sur ces projets plutôt assez importants, j'ai pas évoqué le fait quand même que le fonds chaleur garde un dispositif aussi pour des installations plus petites, avec d'ailleurs une aide qui est complètement forfaitaire. Alors il n'y a pas d'aide au fonctionnement sur ces installations-là, par contre, parce que aujourd'hui c'est que dans le cadre du BCAT et donc des installations plutôt de taille plus forte et plus industrielle. Mais pour les autres installations, on va dire ça démarre plutôt à 300-400 kW le début du fonds chaleur, de 300 kW jusqu'à 2 MW, vous avez une aide forfaitaire à l'investissement qui se calcule automatiquement en fonction de la production énergétique et qui est disponible sur le site de l'ADEME, sur la page fonds chaleur. Ok, merci Sylvain. Et peut-être du coup, dernière question sur les financements. Quel est le mode de calcul à considérer pour l'aide C2E, enfin pour l'intégration des certificats d'économie d'énergie, comment ça s'articule avec le fonds chaleur? Oui, c'est vrai que c'est très récent. Nous, d'ailleurs, on n'a pas une grande visibilité, mais c'est vrai qu'on a plusieurs projets là qui ont été déposés qui vont faire un dossier C2E en parallèle. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a aussi vu avec nos ministères, c'est que les derniers décrets permettent de mettre en valeur le gain de rendement. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, le rendement de référence aujourd'hui, c'est 81%. C'est issu d'un décret. Alors, c'est sur la vapeur, hein, je parle parce qu'on est surtout sur des projets vapeur, hein. Sur l'eau chaude, c'est 86%. Donc, c'est déjà plus difficile sur de l'eau chaude de montrer un rendement beaucoup plus important que les 86%. Sur la vapeur, quand on est le rendement de référence est à 81%, donc c'est relativement facile, hein, je pèse mes mots quand même, mais de partir sur un rendement de 85-86% et donc de pouvoir finalement dégager 4 à 5% de rendement. Et ces 4 à 5% de rendement que vous multipliez par la production, enfin en tout cas pour dégager finalement le gain en consommation, vous avez l'avantage dans le décret. Alors j'aurais pu faire une slide, mais voilà, je voulais faire assez vite. Vous multipliez en fait ça par le gain C2E sur 15, je crois que c'est 14,134 là, multiplié par un coefficient de majoration qui est lié au type d'énergie que vous substituez, c'est-à-dire que c'est 3, je crois que c'est 3 pour le gaz et c'est un peu plus pour le charbon, enfin ça dépend des facteurs d'émission. Et donc vous obtenez la quantité de mégawattheure CUMAC que derrière, que nous, derrière, par principe, on multiplie par 5,5 € par mégawattheure CUMAC qui correspond à peu près aux valeurs de marché des C2E, puisque ce n'est pas un dispositif public, hein, c'est un dispositif privé. Et donc, du coup, aujourd'hui, voilà, c'est comme ça qu'on calcule cette aide un peu théorique. Mais voilà, c'est en tout cas aujourd'hui je pourrais peut-être renvoyer, j'avais fait deux, trois slides explicatifs sur ce dispositif-là. Si ça intéresse, je les renverrai via le CIB qui pourra éventuellement les transmettre à ceux qui sont intéressés. Mais voilà. Et puis, je réponds peut-être à la question juste derrière. Je vois qu'il y avait aussi la problématique, est-ce qu'il y aura assez d'argent pour financer les différents projets? Je dirais que pour l'instant, en tout cas, je pense que ça ne va pas être un manque de budget, hein, puisqu'il y a un très gros budget dans le fonds décarbonation pour ces projets-là. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup d'industriels qui sont intéressés. Bon, il y aura aussi une question d'arbitrage, un peu de sélection, hein. C'est vrai qu'on ne prendra pas forcément tous les projets. C'est pour ça que c'est les porteurs de projets d'ailleurs qui fixent le niveau d'aide qu'ils souhaitent. Et en même temps, il y aura des seuils aussi à un moment où on ne va pas aller plus loin. J'évoquais un peu tout à l'heure, hein, ça donne une petite indication. Vous voyez qu'aujourd'hui, les projets vont se situer peut-être entre 10 et 40 € de la tonne de CO2. Hein. Et bon, après, quand les projets vont commencer à être plus gourmands que ces niveaux-là en aide globale, la question va être effectivement, est-ce qu'on aura assez de budget? Est-ce que les projets sont suffisamment bien montés pour qu'on les finance? Voilà. Ok, merci Sylvain pour toutes ces réponses. Ça en fait un certain nombre. La prochaine question va être à destination de Vincent Guérard,
donc d'Engie Coffelli et Engie, pardon, Solutions, sur le type de bois utilisé. Donc, est-ce que Engie Solutions a intégré l'option déchets de bois dans l'offre faite aux industriels, et comment ces industriels perçoivent ces déchets de bois, que ce soit par l'image qui peut être envoyée sur cette notion de déchets de bois, ou les risques qui sont associés, et peut-être notamment les agro-industriels qui transforment des produits agricoles en produits alimentaires, et donc derrière, il y a peut-être potentiellement, soit au niveau de l'image, soit au niveau des risques, des choses qui sont plus sensibles au regard de leur cible de marché. Oui, bah, on a effectivement, on utilise différents types de combustibles, et on a déjà construit un certain nombre d'installations avec des bois déchets traités. Donc on a aussi cette palette-là à notre disposition. Après, en termes de contraintes et de risques, bah, oui, effectivement, ce sont des bois qui sont moins propres que le bois classique, mais on construit des installations qui, je dirais, sont en capacité de brûler proprement ces bois-là. Donc, après, est-ce qu'on installe ça chez une industrie agroalimentaire, par exemple, si c'est ça la question? En théorie, il n'y a aucun risque pour le faire, puisque de toute façon, les traitements de fumée sont suffisamment sophistiqués pour éviter tout risque lié à ça. Mais bon, après, c'est une discussion avec l'industriel. En fait, nous, on n'est jamais que sous-traitant de l'industriel. Donc, on ne va pas imposer un type d'installation chez un industriel qui ne souhaite pas qu'on le fasse. Donc, s'il souhaite uniquement du bois sous forme de plaquettes, on utilisera du bois sous forme de plaquettes. Après, comme l'a dit Sylvain Bordebeur, la rentabilité pour des grosses installations, au-delà de 10 MW, l'économie penche, enfin même 10 ou 15 MW, on est dans les très grosses installations, l'économie penche clairement en faveur du bois dit B, c'est-à-dire du bois traité. Parce que pour ces quantités-là, entre une plaquette qui est à plus de 20 € et un bois déchet autour de 10, bon, certes, le coût de l'installation est plus important, mais plus l'installation est puissante, plus l'amortissement se fait facilement. Donc, économiquement parlant, il est plus avantageux pour un industriel d'avoir de la chaleur à partir de bois B quand c'est une grosse installation, quand il a de gros besoins, qu'à partir de bois type plaquette. Ok, merci. Il y a toujours Vincent dans ce cas-là. Une autre question concernant les réseaux de chaleur industriels. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que Engie Solutions en exploite, ou est-ce que tu en as connaissance de réseaux de chaleur industriels, donc de réseaux qui alimentent plusieurs industriels à partir d'une chaufferie de biomasse? Alors, en tête, je n'en ai pas. On a présenté des dossiers, effectivement, où il y avait plusieurs industriels, mais qui sont en stand-by aujourd'hui. En exploitation, je ne pense pas qu'on en ait. Alors, ça présente un certain nombre d'avantages, d'ailleurs, pour ce type quand on développe un réseau industriel, alors évidemment, il y a une optimisation de l'installation, et puis il y a aussi une diversification du risque pour tout le monde, parce que s'il y en a un qui n'a plus besoin de chaleur, bah, il y en a un autre qui peut normalement pallier l'absence de besoin. Et puis ça a aussi un intérêt financier, dans le sens où, en termes de consolidation de la dette, ça peut être un facteur déconsolidant. Enfin, juste en deux mots, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais souvent les industriels
se pose la question de la consolidation d'une installation quand ils font appel à un opérateur. Quand ils construisent eux-mêmes l'installation, de fait, ils la consolident dans leur compte. Consolider, ça veut dire que ça apparaît en dette dans leur bilan. Quand un opérateur a un unique client chaleur, comme c'est l'unique client en général, le montant de l'investissement, du financement apparaît aussi en dette chez le client. Mais quand il y en a plusieurs, ça peut avoir un aspect déconsolidant. C'est-à-dire que si un opérateur alimente plusieurs industriels, chez les industriels, la dette correspondant à l'installation n'apparaîtra pas. Et pour eux, ça peut être très très intéressant parce que si ça n'apparaît pas dans leur bilan, ils peuvent consacrer leurs investissements à leur propre outil industriel et pas forcément à quelque chose qui est connexe. Donc ça a beaucoup d'intérêt en fait en réalité, un réseau industriel, mais ce n'est pas toujours faisable parce qu'il faut se retrouver dans une zone où il y a des industriels consommateurs de vapeur ou de chaleur, mais en général de vapeur, et c'est pas si fréquent quand même. Oui, je peux peut-être compléter. C'est vrai que nous, on est très favorable au développement de réseaux de chaleur. On en a quand même quelques-uns. Alors, dans le BCAT, j'ai évoqué par exemple la plateforme chimique du Roussillon. C'est un réseau de chaleur, mais qui existait en fait déjà au départ, hein, mais qui avait été, comme c'était une grande plateforme d'industriels, il y avait déjà un réseau de chaleur et donc ils ont mis une chaufferie bois sur ce réseau-là. On a quelques projets en cours. C'est vrai que c'est pas facile et c'est là que d'ailleurs les opérateurs ont un rôle très important parce que évidemment sur ce genre d'installation en réseau, là c'est difficile qu'il y ait un industriel qui prenne la main pour d'autres industriels et donc s'il n'y a pas un opérateur qui prend la main, c'est des projets qui sont délicats à monter. Merci Vincent et Sylvain donc, pour vos réponses à cette question. Et je vois qu'on est arrivé au terme de ce webinaire, donc rendez-vous technique du CIB sur le développement du bois énergie dans l'industrie. Donc avant de conclure, juste peut-être une petite synthèse pour repréciser que au vu de tout ce qui a été dit par les intervenants, on voit que le bois énergie en industrie présente de multiples atouts. Certes, il y a effectivement des points qui sont bien à considérer pour que ce soit bien adapté à l'industriel et aux besoins en aval de la chaudière biomasse, mais beaucoup d'atouts quand même sur le plan technique, avec des technologies qui sont disponibles et performantes. Au plan économique, avec une stabilité du prix du combustible bois, des aides à investissement et au fonctionnement qui sont présentes pour aider donc, au développement de ces projets, et également sur le plan environnemental, territorial, développement du territoire qui est aussi une pierre, un axe important des projets biomasse. Et sur toute la durée de vie du projet des acteurs qui sont en capacité d'accompagner, donc les industriels, de la sensibilisation aux bois énergie industrielle jusqu'à l'exploitation, en passant par le financement, et avec un dispositif de soutien, donc, comme je disais, qui s'est modifié dernièrement pour pallier le prix du gaz qui est assez bas aujourd'hui. Donc voilà, et nous vous remercions, le CIB vous remercie de votre participation, de votre présence à ce webinaire sur l'industrie. Et nous vous donnons rendez-vous à l'occasion de prochaines manifestations en lien avec l'industrie. Bonne journée à tous et merci. Au revoir.